Il faut le dire, les entretiens de Pascal Fourier, pour le deuxième volet de mon entretien avec Gaël Giraud, auteur de Illusions financières, publié en 2012 aux éditions de l'Atelier. La dernière fois, j'avais bien compris. Que ce soit pour alimenter la sphère réelle ou la sphère financière, les sous, ils sont créés par les banques privées. Et selon l'intérêt que celles-ci comptent tirer du prêt qu'elles octroient, pas par la recherche de l'intérêt collectif, d'un mieux-être commun. C'est d'ailleurs ce que va me montrer Gaël Giraud dans la suite de notre conversation, à propos du financement d'un LBO. J'ai une petite question quand même. J'arrive pas à comprendre pourquoi les banques créeraient de l'argent pour les mettre dans la sphère financière. Je peux comprendre qu'on fasse un prêt pour que des gens achètent quelque chose, qu'une entreprise fasse des investissements, oui. Mais je vois pas. Et même comment les gouvernants peuvent accepter que ça existe. Alors je vous donne un exemple. Je suis un fonds de private equity et je veux acheter une entreprise qui est cotée en bourse pour la restructurer au pas de charge et la revendre dans 3 ans. Bon, j'aurais limogé un tiers du personnel entre-temps. J'aurais mis un copain à la place du PDG, voilà. Bon, je caricature un peu ce que c'est que du private equity, mais disons, il y a des LBO qui ressemblent à ça. Bon, pour faire cette opération, parce que, disons, la capitalisation boursière de l'entreprise, admettons, est importante, j'ai pas du tout les fonds propres qui me permettent de l'acheter, je vais emprunter auprès d'une banque. La banque va créer la monnaie pour moi, de manière que je puisse faire l'opération d'acheter, de faire une OPA, par exemple, sur l'entreprise. Je vais faire ma restructuration. Dans 3 ans, je vais la revendre 2 fois le prix auquel je l'ai acheté. Et avec ça, je vais pouvoir rembourser ma dette auprès de la banque et le taux d'intérêt que m'aura chargé la banque. Mais du coup, la banque a bien créé de la monnaie pour une opération qui est purement financière. Oui, et qui amène le licenciement de gens. Par exemple, tout à fait. Donc, il peut avoir des conséquences économiques et sociales catastrophiques. Et les gouvernants là-dessus ne peuvent pas intervenir, on peut rien faire. Si, bien sûr, on peut très bien sûr, il y a des tas d'opérations. Donc, par exemple, dans le petit livre que j'ai co-dirigé, qui s'appelle 20 propositions pour réformer le capitalisme, j'ai fait des propositions de réglementation des opérations de LBO, donc de rachat par les fonds de private equity, de manière que ces opérations-là soient les plus saines possibles pour l'économie réelle. Voilà, évidemment. Par exemple, il y aurait une mesure élémentaire qui serait de dire, eh bien, la dette du fonds de private equity ne peut pas être mise au bilan de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vu en 2008, c'est que vous avez toute une série de fonds de private equity. Admettons qu'il y avait 10 de fonds propres qui ont emprunté 90 à une banque, qui ont acheté une entreprise 100, qui espéraient bien pouvoir la revendre 200, admettons, mais qui en fait ont été scotchés avec cette entreprise à cause de la crise de 2008. Plus personne ne voulait leur acheter l'entreprise. Et ces fonds de private equity, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de culture d'entreprise en réalité. Ils ne savent pas du tout gérer cette entreprise. Bon. Donc ce qu'ils ont envie d'en faire, c'est de s'en débarrasser, mais ils ne peuvent plus. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont 90 de dette vis-à-vis de la banque, et bien ils ont collé cette dette au bilan de l'entreprise elle-même, dont ils sont propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire coller au bilan ? Ils ont dit, cette dette-là n'est plus la dette du fonds de private equity, c'est la dette de l'entreprise. Voilà. Donc ça facilite évidemment les licenciements. Ça permet de dire tout d'un coup, cette entreprise qui jusqu'à présent était très bien gérée a une dette phénoménale. Vous ne le saviez pas, mais maintenant vous la prenez. Et du coup, c'est plus la dette du fonds de private equity. Et donc vous pouvez obliger l'entreprise à essayer de rembourser la dette du fonds de private equity vis-à-vis de la banque, au lieu que ce soit le fonds lui-même qui doive le faire. Vous voyez ? Alors évidemment, cette opération-là, qui dans bien des cas a fini par tuer l'entreprise, tout simplement, devrait être purement et simplement interdite. Voilà, ça c'est un exemple de réglementation très simple qu'on pourrait mettre en œuvre pour assainir les opérations de LBO. Il y en a encore beaucoup d'autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer de l'argent dans votre livre, par exemple, vous dites pour créer une économie verte ou oui, bien sûr, pour créer de l'emploi, je ne sais pas, il y a peut-être un truc à faire. Donc moi, si vous voulez, mes travaux de chercheur en économie tentent à montrer que nos économies industrielles, héritées de la révolution industrielle, sont extrêmement dépendantes de la consommation d'énergie. Et en particulier, dans nos modèles à nous, d'énergie fossile. Bon. Du coup, si on veut créer de l'activité économique, je ne parle même pas d'augmenter le PIB, qui ne devrait pas être un objectif social et politique, mais donc créer de l'activité, une activité qui rend l'économie prospère, quel que soit le sens qu'on accorde au mot prospérité, probablement qu'il faut consommer de l'énergie. Enfin, certainement. Cette énergie-là, pour des tas de raisons, il ne faudrait plus que ce soit l'énergie fossile. En particulier à cause de l'enjeu climatique, puisque vous savez très bien que le dernier rapport du GIEC est catastrophique et que donc il est urgentissime que nous cessions de consommer des énergies fossiles. Gaz, charbon, pétrole.
Du coup, ça veut dire qu'il faut que nous organisions cet immense projet de société qui consiste à transiter de l'économie carbonée qui est la nôtre aujourd'hui vers une économie décarbonée, ou en tout cas la moins carbonée possible. Donc, c'est un immense projet qui va nous mobiliser pendant plusieurs décennies, peut-être un siècle, qui est très certainement extraordinairement créateur d'emplois et qui donne du sens à l'existence. C'est-à-dire, demain matin, on pourra se lever en se disant, moi, au moins, je travaille pour essayer de faire en sorte que mes enfants puissent vivre dans un monde moins pollué. Et ça a du sens. Plutôt que de vouloir augmenter la valeur, la capitalisation boursière d'une entreprise, ce qui fait une belle jambe aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Vous voyez, voilà. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on finance les investissements nécessaires pour faire cette transition. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire parce que ces investissements ne rapportent pas beaucoup à court terme, et en tout cas sont incapables de lutter contre les promesses de rendement exorbitant des marchés financiers. L'économie réelle, comme telle, est incapable de rapporter 10% par an, parce qu'elle n'a pas de croissance. Et si en plus on essaie de faire des investissements dans des infrastructures vertes, par exemple, c'est sûr que ça ne rapportera jamais 10% par an. Ça peut rapporter quelques pourcents sur 30 ans. Donc évidemment, c'est beaucoup moins intéressant que les paris d'argent risqués sur les marchés financiers. Du coup, il y a une question lancinante qui se pose aujourd'hui dans nos économies, c'est non seulement comment est-ce qu'on finance le long terme, mais surtout comment finance-t-on les investissements massifs dont nous avons besoin pour faire la transition énergétique et plus globalement écologique. Si on raisonne de manière tordue, où on croit que la quantité de monnaie en circulation est constante et que les banques ne créent pas de monnaie, évidemment, on va dire c'est juste pas possible. Il n'y a pas d'argent. Ce qui est évidemment un non-sens, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète qu'aujourd'hui. Si on comprend que toutes les banques privées détiennent ce pouvoir extraordinaire de création monétaire, qu'on appelle la planche à billets, alors la question se pose tout à fait différemment, c'est comment fournir les bonnes incitations pour que nos banques privées aujourd'hui acceptent de créer de la monnaie pour financer les investissements verts. Vous voyez ? Là, ça change complètement la perspective. C'est là que la puissance publique, à mon avis, a un rôle à jouer. Non pas pour se substituer nécessairement aux banques privées, mais pour faire en sorte qu'elles aient les bonnes incitations. Comment est-ce qu'on fait ça ? Il y a plein de manières. Donc, j'ai participé à un gros travail d'étude qui a été réalisé par l'association AFTER pour le financement de la rénovation thermique des bâtiments publics en France. Bon, c'est un gisement d'emploi tout à fait important. On sait que de toutes les manières, il faudra un jour ou l'autre faire la rénovation thermique de ces bâtiments pour faire des économies de consommation d'énergie fossile et pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Bon. Ça crée des emplois pour les PME, sur les territoires, et c'est pas des emplois délocalisables, parce que c'est pas les maisons chinoises qu'il faut rénover. Bon. Donc ça c'est un exemple, et l'idée que j'ai proposée en fait, c'est que ce soit la puissance publique, ou en tout cas une institution publique, qui donne la garantie publique aux opérations de prêts bancaires pour financer ces activités, ces chantiers de rénovation thermique des bâtiments publics. Donc là, l'idée est toute simple, c'est de dire, utilisons la garantie publique. Ça ne grève pas la dette publique. La garantie publique, elle est hors bilan. C'est-à-dire que l'État dit, voilà, cette banque va faire tel prêt pour telle rénovation, et si jamais ça se passe mal et que la rénovation thermique est mal faite et donc ne rapporte pas ex post les économies d'énergie qu'on était en droit d'attendre d'elle, alors la collectivité locale qui aura organisé le chantier de rénovation ne pourra pas rembourser à la banque le prêt que la banque lui a octroyé. Et du coup, c'est l'État qui se portera garant du prêt. Bon. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, l'imagination est sans limite. Il y a plein d'autres manières aujourd'hui d'imaginer de façon créative, innovante, des financements pour la rénovation thermique, pour la mobilité verte, pour l'ensemble des chantiers de la transition écologique. À condition d'avoir compris que nous ne sommes pas dans un monde à quantité de monnaie constante, mais que les banques créent la monnaie. Pourquoi les politiques ne proposent-ils pas cela ? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce genre de projet, pour l'instant, n'intéresse pas beaucoup les banques privées, parce que ça ne rapporte pas beaucoup. Comme les banques privées sont elles-mêmes dans des situations compliquées, parce qu'en réalité, leur bulletin de santé est mauvais, même si elles font des gros efforts pour nous convaincre du contraire. En réalité, elles n'ont toujours pas tourné la page de la crise de 2008. Donc, elles ont urgemment besoin, pensent-elles, de faire des opérations qui rapportent beaucoup très vite. Bon.
et les chantiers de la transition écologique, ça ne rapporte pas beaucoup très vite. Donc ça ne les intéresse pas. Donc elles n'ont aucune envie que le politique s'empare du sujet et fasse de ce sujet, par exemple, ce qu'il devrait être, c'est-à-dire une priorité nationale, une priorité européenne, et en quelque sorte oblige les banques à s'y intéresser. Bon, la deuxième raison, c'est que beaucoup de politiques n'ont pas compris ce que je dis à l'instant, c'est-à-dire continuent de croire que les banques sont des institutions financières non bancaires qui ne créent pas de monnaie. Quand même. Si, je peux vous dire beaucoup. Parce que les politiques sont des citoyens comme les autres. Ils ne sont pas, en moyenne, plus éduqués que le citoyen de base, et c'est normal. Ce sont des élus qui ne sont pas des spécialistes d'économie monétaire. Vous voyez ? Voilà. Moi, je dirais ça. C'est terrible en même temps. Pourquoi non, c'est normal. Donc il faut les aider à prendre conscience de ce phénomène. Vous voyez ? D'une certaine manière, lorsque vous allez voir votre banquier, vous lui demandez un prêt, il ne veut pas vous l'accorder. Par exemple, parce qu'il pense que vous n'êtes pas assez rentable, ça va lui coûter trop cher, etc. Il ne va pas vous dire « Ah, madame, je pourrais vous créer 80 comme ça ne me coûterait rien, mais je ne vais pas le faire parce que vous ne m'intéressez pas. » Il va vous dire « Ah, j'ai regardé partout, j'ai raclé les fonds de tiroir, il n'y a plus d'argent. Donc je ne peux pas vous en prêter, il n'y en a plus. » Lorsqu'un homme politique va voir les grandes banques et leur dit bon, est-ce qu'on ne pourrait pas financer tel ou tel grand projet national, les banquiers ne vont pas lui dire quoi, monsieur le ministre, votre projet ne nous intéresse pas parce qu'il ne nous rapporte pas assez, alors qu'on pourrait créer de la monnaie comme ça. Ils vont lui dire ah mais attendez, on n'a plus rien dans les poches, monsieur le ministre, on est de bonne volonté, mais on ne peut plus. Vous voyez ? Et le politique va le croire, évidemment. Au point où on en était dans notre conversation, moi, ce que j'avais compris de celle-ci, c'est que l'argent est créé par les banques privées et que les banques privées ne créaient de l'argent que si elles y trouvaient leur intérêt propre. Si le fait de créer la monnaie ne leur rapportait pas assez selon leurs propres critères, eh bien, pas de sous. Quand bien même le projet relèverait-il de l'intérêt général. D'où mon innocente petite question. Mais avant, dans le temps, c'était la Banque centrale qui créait des sous. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Alors oui, en France, jusqu'en gros 1973, pour simplifier, la Banque centrale faisait des avances au Trésor, à taux nul, et que le Trésor remboursait au fil de l'eau, ce qui permettait à l'État de financer des projets. Aujourd'hui, c'est interdit par le traité de Maastricht, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter directement aux États. Le mieux qu'elle puisse faire, et que Draghi a fait en partie, et ce qui lui est reproché aujourd'hui par Karlsruhe en Allemagne, c'est de racheter des titres de dette publique sur le marché secondaire. C'est-à-dire de dire aux banques, achetez de la dette publique, moi la BCE je vous la rachèterai sur le marché secondaire. Ce qui est intéressant pour les banques. Bon. Ce qui est aussi intéressant pour les États au passage, parce que ça leur permet d'émettre beaucoup de dettes publiques, en étant sûr que les banques vont la racheter, moyennant une commission qui permet aux banques de se refaire une santé, le tout étant racheté par la BCE. Bon. Évidemment, la meilleure solution, à mon avis, ce serait de réformer le traité de Maastricht et de dire il faut que la BCE ait en face d'elle un vrai pouvoir politique européen, digne de ce nom, avec un vrai fédéralisme budgétaire qui puisse demander à la Banque centrale de lui faire des avances à taux nul, comme autrefois les avances de la Banque de France au Trésor, pour financer des grands projets. Et évidemment, le grand projet qu'il faut financer, à mon avis aujourd'hui, c'est la transition écologique en Europe. Il y a eu ce changement parce qu'on pensait que les États étaient trop dispendieux. Oui, alors ça c'est un phénomène, il faudra que les historiens nous expliquent ça. C'est intéressant parce que, disons, il y a des explications à court terme, disons, sur courte période, qui sont, dans les années 70, on a un renversement des mentalités, disons, une espèce de retour en force d'idées néolibérales qui font croire que l'État, quand il a le pouvoir de création monétaire, fait toujours n'importe quoi avec ça. Alors que, en Europe, en tout cas, on n'a pas du tout de preuves de cette affirmation. C'est autre chose en Amérique latine, par exemple, ou en Afrique, mais en Europe, pendant les 30 Glorieuses, par exemple, tous les États européens de l'ouest de l'Europe avaient le pouvoir de création monétaire et ils n'en ont pas fait n'importe quoi. Bon. Et par autre exemple, la grande période d'hyperinflation allemande de 1923 n'est pas due du tout à une explosion de la dette publique allemande et à un usage inconsidéré de la planche à billets par l'État. Au contraire, c'est un usage inconsidéré de la planche à billets par les banques privées qui a provoqué l'hyperinflation allemande de 1923, laquelle a été interrompue par le docteur Chartres en 1924, quand lui-même a dit, désormais, la Banque centrale ne refinancera plus les banques privées qui créent de la monnaie tous azimuts. Donc il a cassé le processus de création monétaire des banques privées
en disant vous ne pourrez plus désormais mettre la Banque centrale devant le fait accompli, ce que je disais tout à l'heure. Et donc le fait que ce soit ça qui a interrompu l'hyperinflation montre bien que cette hyperinflation n'était pas liée à un problème d'explosion de dette publique. Bon. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait que dans les années 70, nos élites européennes se convainquent malgré tout que le grand crime, c'est lorsque l'État a le pouvoir de création monétaire et donc décide de le lui retirer. Et donc en France, par exemple, passe la loi Giscard qui rend très difficile les avances à taux nul de la Banque de France au Trésor, et ce qui fait qu'ensuite, avec le traité de Maastricht, on l'interdit purement et simplement. Donc ça, c'est un phénomène historiquement assez mystérieux, dont l'explication de court terme, c'est la fascination pour la réussite allemande. En fait, en 1919, au traité de Versailles, les Alliés, parce qu'ils se méfient du pouvoir politique allemand, obligent les Allemands à avoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique. Parce qu'ils ont peur que les Allemands n'utilisent la planche à billets pour financer un effort de guerre. En 1945, avec la construction de l'Allemagne de l'Ouest et de la Bundesbank, les Alliés font la même chose, on recommence. Et on redit aux Allemands, on n'a pas confiance en vous, on n'a pas confiance dans la démocratie ouest-allemande, donc on vous oblige à avoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique. Il se trouve que, à cause du miracle allemand des années 60, l'Allemagne, au début des années 70, est regardée comme un exemple. Et, bon, du coup, un certain nombre d'observateurs, dans le mouvement, disons, de renouveau des idées néolibérales, finissent par se dire, mais au fond, si ça marchait bien en Allemagne, c'est peut-être parce que justement, on a retiré le pouvoir de création monétaire des mains du pouvoir politique allemand, pour le confier à des technocrates qui sont dans une banque centrale qui n'a aucun mandat démocratique et qui n'a de compte à rendre à personne. Et c'est ça qui fait que cette idée se répand probablement en Europe de l'Ouest à ce moment-là. Maintenant, à mon avis, pour que ça ait si bien marché, pour que nos élites se soient si bien laissées duper par cette idée, qui est évidemment fausse, parce que l'État, il n'y a pas de raison qu'il soit plus maladroit qu'une banque privée quand il crée de la monnaie. Surtout en France, où en fait, la plupart de nos banques privées sont dirigées par des hauts fonctionnaires qui ont pantouflé. Moi, je pose la question, pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont hauts fonctionnaires qui dirigent une institution publique, ils sont incapables de faire leur boulot, alors que lorsqu'ils dirigent une banque privée, tout d'un coup, ils deviennent les rois de la Terre. C'est très très surprenant. Bon. Du coup, à mon avis, il y a une racine beaucoup plus profonde à cette manière qu'ont eu les élites européennes de croire à ce conte de fées, qui est que l'État, quand il a le pouvoir de création monétaire, fait toujours n'importe quoi avec, qui est, disons, ce qu'on trouve par exemple dans la très belle pièce de théâtre de Goethe, le Faust. Dans le Faust II de Goethe, vous avez à un moment l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui est en faillite, en fait, qui a des dettes colossales, des dettes publiques. Et quelqu'un vient le voir et lui dit, sire, vous êtes criblé de dettes, mais c'est très simple, il vous suffit d'imprimer des billets pour rembourser vos dettes. Celui qui vient dire ça à l'empereur, c'est le diable, c'est Méphistophélès. Et d'abord le fait même que Goethe ait écrit cette pièce dit quelque chose, disons d'un fantasme qui habite la culture européenne depuis longtemps, à savoir que le prince, quand il a trop de dettes, la rembourse en créant de la monnaie de singe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette citation a été inscrite sur les murs des grandes salles de conférence de la Bundesbank à Francfort. Donc ça veut dire dans la banque centrale allemande, depuis 50 ans, les hauts fonctionnaires allemands, quand ils vont travailler dans les grandes salles de conférence, ils voient cette citation de Goethe tous les jours. Et donc évidemment, c'est pas très surprenant si au bout de 50 ans, ils savent plus très bien pourquoi, mais ils sont persuadés que vraiment, donner la planche à billets à l'État, c'est le péché originel. Voilà. Alors maintenant, d'où vient cette idée-là même chez Goethe? Comment se fait-il que l'élite des Lumières, en fait, au XVIIIe, début XIXe, croit ça? Très probablement, à mon avis, à cause d'une rengaine qui traverse tout le Moyen-Âge, qui est la complainte à l'égard du roi faux-monnayeur. À l'époque, la monnaie est gagée sur l'or et l'argent, et les rois, pour financer la guerre, émettent de la monnaie, qui est de la fausse monnaie, au sens où la valeur faciale des pièces qu'ils produisent est supérieure à la quantité d'or ou d'argent qui est effectivement mise dedans. Et donc ça, évidemment, ça crée une forme d'inflation, et c'est une manière de financer un effort de guerre, qui est toujours dévastateur pour l'économie, avec de la fausse monnaie. Et vous avez par exemple un grand intellectuel européen, allemand, qui s'appelle Oresmus, qui est un moine bénédictin au XIVe, XVe, qui a écrit un traité de la monnaie, où il commence en disant « le pire des péchés, c'est le roi faux-monnayeur ». C'est ça, la pire des vilainies sur cette planète. Bon. Alors, il y a une confusion en fait entre le pouvoir de création monétaire comme tel et la falsification de la monnaie. La complainte du roi faux-monnayeur a fini par déteindre dans l'inconscient européen et se traduit aujourd'hui par cette espèce de conviction qui est très partagée
que l'État, quand il a le pouvoir de création monétaire, fait toujours n'importe quoi avec et finit toujours par créer l'inflation. Par exemple, la version moderne de ça, c'est la théorie des choix publics qui vous dit, eh bien, pour faire des cadeaux électoraux de manière à être réélu, l'élu politique va forcément créer de la monnaie en finançant des projets stupides et donc qui vont entraîner de l'inflation. Voilà, donc ça, c'est un conte de fées. Évidemment qu'il y a des politiques qui, quand ils ont le pouvoir de création monétaire, font n'importe quoi avec, mais il y a aussi des banques privées qui ont ce pouvoir de création monétaire et qui font n'importe quoi avec. C'est pas parce qu'on est le prince ou parce qu'on est un banquier privé qu'on est immunisé contre le risque de faire n'importe quoi avec ce pouvoir de création monétaire. Bon. Exemple, les banques privées ont financé des projets immobiliers complètement fous en Andalousie, au début des années 2000, en Irlande, au début des années 2000 aussi. Ça a provoqué des bulles immobilières extraordinaires en Espagne et en Irlande, qui ont crevé en 2008 et qui ont ruiné des tas de gens, des tas d'entreprises immobilières, et y compris un certain nombre de banques d'ailleurs. Donc ça, c'est un exemple élémentaire, majeur, massif de détournement du pouvoir de création monétaire par les banques. Donc le propos, c'est pas de dire le pouvoir de création monétaire est toujours magiquement socialement utile. Nous détenons ce pouvoir parce que la monnaie est fondamentalement une convention d'écriture entre nous. Maintenant, c'est à nous d'exercer le contrôle public, démocratique, de ce pouvoir de création monétaire. Alors, il ne s'agit ni de le confier à des bureaucrates qui vont faire n'importe quoi avec, ni de le confier à des banquiers privés qui vont eux aussi faire n'importe quoi avec, mais de retrouver un contrôle démocratique de ce pouvoir-là, à mon avis. Et du coup, de décider ensemble de qu'est-ce que nous voulons financer aujourd'hui, dit encore autrement, quel est le type de société que nous voulons construire pour demain, pour nos enfants. Et voilà, c'était donc Gaël Giraud, auteur notamment de Illusions financières. Abstrait le problème de la création monétaire? Non. Comme le dit Gaël Giraud, il s'agit bien de comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir reprendre le contrôle sur le type de société que nous voulons. Et puisque cet économiste nous disait que les politiques ne connaissaient pas les processus de création monétaire et étaient benoîtement dans la croyance que ce sont les dépôts qui forment les crédits, n'hésitez pas à partager avec eux cette interview. À bientôt, normalement avec Cédric Durand, à propos du livre qu'il a dirigé, En finir avec l'Europe.